Bonjour à tous et bienvenue sur notre chaîne. L'histoire que je vais vous raconter aujourd'hui n'est pas seulement une histoire d'injustice, c'est l'histoire d'une survie psychologique. C'est l'histoire de comment j'ai appris que le silence peut être une armure, et que la vraie famille n'est pas une question de sang, mais de choix. Au restaurant, ma sœur a déclaré à tous, « Éléonore, va trouver une autre table. Celle-ci est pour la famille, pas pour les filles adoptées. » Leurs rires ont fusé. Puis, on m'a présenté une note de 5 719 €. J'ai souri. J'ai payé. Mais ce qu'ils ignoraient, c'est qu'à cet instant précis, leur monde était sur le point de s'effondrer. Laissez-moi vous raconter comment tout a basculé. Avant d'entrer dans les détails de cette soirée qui a changé ma vie, je serais curieuse de savoir d'où vous nous écoutez. Dites-moi dans les commentaires la ville ou le pays où vous vous trouvez, et quelle heure il est chez vous en ce moment. C'est fascinant de voir jusqu'où nos histoires voyagent. Maintenant, retournons à Lyon, quelques jours avant ce dîner fatidique. Pourquoi est-ce que j'y retourne? C'est la question que je me pose avant chaque réunion de famille. Chaque fois que le nom de ma mère adoptive, Pascal, s'affiche sur mon téléphone, une boule de glace se forme dans mon estomac. La réponse, pourtant, est toujours la même, pour elle. Pour ma grand-mère, Geneviève. Pour les quelques minutes volées où je peux croiser son regard, où son sourire est le seul rayon de soleil dans une pièce remplie d'ombre. Et aussi, je dois l'admettre, pour une lueur d'espoir stupide, une petite voix enfantine qui refuse de mourir et qui murmure, peut-être que cette fois, ce sera différent. Je m'appelle Éléonore, j'ai 27 ans. Depuis l'âge de 5 ans, je vis dans l'orbite de cette famille qui m'a adoptée mais jamais acceptée. Je suis graphiste freelance à Lyon, et je me bats pour construire ma propre vie, loin de leur influence toxique. C'est un combat de tous les jours, car leur spécialité est de saper le moral. Ma sœur aînée, Isolde, 32 ans, a perfectionné cet article. Elle est l'enfant biologique, la princesse de la famille, celle à qui tout est dû. Moi, je suis l'éternelle pièce rapportée, le rappel constant de leur générosité. L'appel de Pascal est arrivé un mardi. Sa voix était faussement douce. Chérie, nous allons dîner à l'Écrin lyonnais samedi pour fêter le nouveau contrat d'Isolde. Tu dois venir. Ce n'était pas une invitation, c'était une convocation. Un contrat. Bien sûr. Il y avait toujours une réussite d'Isolde à célébrer. Mes propres succès, eux, étaient accueillis par un silence méprisant ou, pire, par de la suspicion. Quelques jours plus tôt, j'avais une présentation cruciale pour un client qui pouvait changer la trajectoire de ma petite entreprise. La veille, Isolde était passée à mon appartement, juste pour dire bonjour. Elle savait pour ce projet. Pendant que j'étais dans la cuisine pour lui faire un café, elle a, malencontreusement, fait une fausse manipulation sur mon ordinateur, corrompant une partie de mes fichiers de présentation. Elle s'était confondue en excuses mielleuses, « Oh, je suis tellement désolée, je suis si maladroite avec la technologie. » Mais j'ai vu l'éclair de triomphe dans ses yeux. J'ai passé la nuit à tout refaire, les yeux brûlants de fatigue et de larmes contenues. J'ai réussi ma présentation, mais j'étais épuisée. Le pire, c'est qu'elle a ensuite eu le culot d'appeler ce même client, se présentant comme une amie très proche et inquiète, pour lui glisser des doutes sur ma stabilité émotionnelle et mon manque d'expérience, pour gérer un si gros contrat. Heureusement, le client était intelligent et m'en a parlé directement. Mais le poison avait été planté. C'était sa méthode, pas une attaque frontale, mais une guérilla psychologique, des coups bas conçus pour me faire douter de moi-même. Alors, quand l'invitation pour ce dîner est arrivée, je savais que ce n'était pas une célébration. C'était une démonstration de force. Une autre occasion de me rappeler ma place. J'ai failli refuser. Mon doigt a survolé le bouton rouge. Mais l'image de ma grand-mère, seule à une table entourée de vautours, m'est apparue. Je devais y aller. Pour elle. Je me suis dirigée vers ce restaurant, le cœur lourd, non pas comme une invitée, mais comme une soldate allant au front. Je m'étais préparée à l'humiliation, mais j'étais loin d'imaginer le tournant que cette soirée allait prendre. L'Écrin lyonnais portait bien son nom. C'était un bijou de restaurant, niché au cœur de la presqu'île, avec des lustres en cristal qui scintillaient comme des constellations et des serveurs qui se déplaçaient avec la grâce silencieuse de danseurs.
L'air était rempli du murmure feutré des conversations et du tintement délicat des couverts sur la porcelaine. C'était un monde de luxe et d'élégance, un décor parfait pour le drame laid qui allait se jouer. Ils étaient déjà tous là, installés à la meilleure table, près de la grande baille vitrée. Pascal, ma mère adoptive, me fit un signe de la main manucurée, un sourire glacial sur les lèvres. Mon père adoptif, Hervé, hocha la tête, déjà absorbé par la carte des vins. Mon frère, Bastien, l'éternel suiveur, me gratifia d'un regard fuyant. Et Isolde, la reine de la soirée, rayonnait dans une robe de créateur qui coûtait probablement plus que mon loyer de 3 mois. À l'autre bout de la table, comme une reine en exil, se trouvait ma grand-mère, Geneviève. À 78 ans, elle possédait une dignité que l'argent ne pouvait acheter. Elle m'adressa un clin d'œil discret, un message silencieux de soutien qui fut mon unique bouée de sauvetage. « Éléonore, enfin !»« On t'attendait » lança Pascal, son ton suggérant que j'étais en retard, alors que j'étais parfaitement à l'heure. Je m'approchai, un sourire forcé sur le visage. « Bonsoir tout le monde. »« Félicitations, Isolde. » Je commençai à tirer la chaise vide à côté de Bastien, mais la voix d'Isolde claqua dans l'air, forte et claire, assez pour que les tables voisines se taisent. « Éléonore, va trouver une autre table. Celle-ci est pour la famille, pas pour les filles adoptées. » Le temps s'est suspendu. Le tintement d'une fourchette tombant au loin semblait assourdissant. Puis, le rire. D'abord celui d'Isolde, aigu et satisfait. Puis celui de Bastien, un peu hésitant au début, mais qui a vite rejoint le cœur. Hervé a eu un petit rire gras dans sa barbe, et Pascal a gloussé, ravi de la plaisanterie de sa fille. Chaque éclat de rire était une pierre jetée dans ma direction. Mon visage me brûlait. Les regards des autres clients, mélange de pitié et de curiosité morbide, étaient insoutenables. J'étais figé sur place, mon sac à main serré contre moi comme un bouclier dérisoire. C'était sa spécialité, l'humiliation publique. Elle adorait ça. Son sourire était le même que celui qu'elle avait à mes 10 ans, le jour où elle avait dit à toute l'école que mes vrais parents m'avaient abandonné parce que j'étais difficile. À ce moment précis, une partie de moi s'est détachée. C'était un mécanisme de défense que j'avais développé au fil des ans. Je me suis vue d'en haut, comme si je regardais une scène de film. Une jeune femme seule, entourée de visages ricanants. C'était la seule façon de survivre, de ne pas les laisser voir à quel point leurs mots me transperçaient. Je n'étais plus vraiment là. Seule une coquille vide a finalement tiré la chaise et s'est assise. Le silence qui a suivi était presque pire que le rire. Geneviève les foudroyait du regard, ses lèvres pincées en une ligne fine et dure. « Assez », dit-elle d'une voix basse mais pleine d'autorité. « Oh, maman, ne sois pas rabat-joie », dit Pascal. « C'est une blague. » Éléonore a l'habitude. Oui, j'avais l'habitude. Mais l'habitude ne rend pas le poison moins mortel. Et je ne savais pas encore que ce soir, le poison allait enfin provoquer une réaction. Le reste du dîner s'est déroulé dans un brouillard surréaliste. La conversation a repris, mais elle me contournait, comme un fleuve contourne un rocher. J'étais présente physiquement, mais invisible. Ils ont parlé du contrat d'Isolde, de la nouvelle voiture de Bastien, de leurs prochaines vacances à Deauville. Chaque mot était une affirmation de leur unité, une célébration de leur cercle fermé dont j'étais exclu. Le serveur est venu prendre les commandes. Ils ont choisi les plats les plus extravagants. Foie gras, homard, filet de bœuf Rossini. Hervé a commandé 2 bouteilles d'un Saint-Émilion Grand Cru classé sans même regarder le prix. Je me suis contenté d'une salade. Je n'avais pas faim. Comment aurais-je pu? Mon estomac était noué par l'angoisse. Pascal n'a pas manqué de le remarquer. Juste une salade, Éléonore? Tu devrais manger. Nous ne voulons pas que tu dises que nous te laissons mourir de faim, dit-elle avec un sourire qui n'atteignait pas ses yeux. Les autres ont ri. Une autre plaisanterie. J'ai passé le repas à observer. J'ai observé la lueur de suffisance dans les yeux d'Isolde chaque fois qu'elle parlait de son succès. J'ai observé la façon dont Bastien cherchait constamment l'approbation de son père. J'ai observé le masque de contentement de Pascal, la matriarche d'un clan construit sur la cruauté. Et j'ai observé ma grand-mère. Elle ne mangeait presque pas.
Elle buvait de l'eau, et son regard passait de l'un à l'autre, un regard analytique, froid, comme si elle était une scientifique étudiant des spécimens étranges. Le moment du dessert est arrivé. Puis le café. Et enfin, l'addition. Le serveur s'est approché de notre table avec le petit livret en cuir. Mes muscles se sont tendus. D'habitude, c'était Hervé qui payait, avec un geste théâtral pour montrer sa générosité. Mais cette fois, le serveur, après un rapide coup d'œil à Isolde, a posé le livret directement devant moi. J'ai fixé l'objet, confuse. « Qu'est-ce que c'est ?» ai-je demandé d'une voix à peine audible. Le rire d'Isolde a fusé, plus aigu que jamais. « Oh, on a oublié de te le dire ? C'est toi qui régales ce soir. Considère ça comme ta contribution, puisque tu passes ton temps à prendre sans jamais rien donner. » Prendre ? Le mot m'a étranglé. Je ne vous ai jamais rien demandé. Le toit sur ta tête pendant ton enfance, commença Pascal, énumérant sur ses doigts manucurés. La nourriture, les vêtements. On t'a tout donné, Éléonore. Le moins que tu puisses faire est de nous offrir un dîner. Mes mains tremblaient en ouvrant le livret. Le total m'a donné le vertige. 5 719 €. 5 719 €. C'était plus que ce que j'avais sur mon compte d'épargne. C'était des mois de travail acharné, de nuits blanches, de sacrifices. C'était l'argent que je mettais de côté pour un nouvel ordinateur, pour un acompte sur un petit studio. Je ne peux pas payer ça, ai-je murmuré, la honte me submergeant. Bien sûr que si, dit Isolde d'une voix sirupeuse. Tu nous as parlé de ton gros client, non ? L'argent doit couler à flot. Ce n'est rien pour toi maintenant. Mon cœur battait à tout rompre. Je sentais tous les regards sur moi, y compris celui, intense, de ma grand-mère. Je pouvais faire un scandale. Je pouvais me lever et dire la vérité. Mais je savais ce qui se passerait. Il me traiterait d'ingrate, de dramatique, d'égoïste. Il retournerait la situation contre moi, comme toujours. Alors, j'ai pris une décision. Chaque chiffre sur cette note était une insulte. 5 719 € pour le privilège d'être haï. J'allais payer ce prix. Non pas par faiblesse, mais parce que c'était le seul moyen de mettre fin à la torture, de quitter cette table avec le peu de dignité qu'il me restait. J'ai sorti ma carte de crédit, celle liée à toutes mes économies, et je l'ai glissée dans le livret. Mon geste était lent, délibéré. Je les ai regardés dans les yeux, un par un, en tendant le livret au serveur. Le terminal de paiement a affiché « Approuvé ». J'ai cru que c'était la fin. Mais alors que le silence des vainqueurs s'installait, la voix de ma grand-mère a tranché l'air comme une lame de glace. « Attendez un instant, s'il vous plaît. » C'est à ce moment précis que tout aurait pu éclater. Je venais de sacrifier toutes mes économies pour acheter une sortie honorable à cette soirée cauchemardesque. Dites-moi dans les commentaires, sincèrement, qu'auriez-vous fait à ma place ? Auriez-vous payé ? Ou auriez-vous tout envoyé balader, au risque de provoquer une scène encore plus terrible ? Votre avis m'intéresse vraiment. La voix de Geneviève n'était pas forte, mais elle portait un poids qui a immédiatement figé toute la table. Même le serveur, qui s'apprêtait à partir, s'est immobilisé. Tous les regards se sont tournés vers elle. Elle s'est levée lentement. Malgré sa fragilité apparente, elle se tenait droite comme un i, le menton haut. Elle a fait le tour de la table, ses talons claquant doucement sur le parquet. Elle ne regardait personne, sauf moi. Arrivée à ma hauteur, elle a posé une main sur mon épaule. Son contact était frais, mais incroyablement réconfortant. C'était un geste de protection, une déclaration silencieuse. « Asseyez-vous » a-t-elle ordonné. Personne n'a osé désobéir. « Maman, qu'est-ce que tu fais ?» a commencé Pascal, l'irritation perçant sa voix. Le spectacle est terminé. « Oh non, ma chère » a répondu Geneviève avec un calme terrifiant. Le spectacle ne fait que commencer. Elle s'est ensuite adressée à toute la table, son regard passant de l'un à l'autre. J'ai observé cette famille pendant des années. J'ai observé comment vous traitez Éléonore. Comment vous l'avez toujours traitée. J'ai vu le mépris, la cruauté déguisée en plaisanterie, l'exclusion systématique. Et ce soir, vous avez atteint un nouveau sommet de bassesse. Elle s'est tournée vers Hervé. Toi,
Mon gendre. Tu laisses ta femme et tes enfants la tourmenter sans jamais lever le petit doigt. Par lâcheté. Puis vers Bastien. Et toi, mon petit-fils. Tu es faible. Tu suis la meute par peur d'être toi-même une cible. Puis vers Pascal. Ma propre fille. Je me demande parfois où j'ai échoué. Ta jalousie envers cet enfant est si pathétique. Tu es jalouse de son talent, de sa résilience, et peut-être même du souvenir de sa mère, une artiste brillante que tu n'as jamais pu égaler. Le visage de Pascal est devenu blême. C'était la première fois que quelqu'un verbalisait cette vérité laide et cachée. Enfin, elle s'est tournée vers Isolde. Et toi? L'arrogance et la cruauté sont les seules choses que tu as réussi à cultiver. Tu te crois supérieur, mais tu n'es qu'une enfant gâtée et insécure qui a besoin d'écraser les autres pour se sentir exister. Isolde a ouvert la bouche pour protester, mais Geneviève a levé la main. Silence. J'ai 78 ans. Ces derniers mois, j'ai beaucoup réfléchi à mon héritage. À ce que je laisserai derrière moi. À l'argent, bien sûr, mais surtout aux valeurs. Le mot « héritage » a produit un effet immédiat. L'atmosphère a changé. Ce n'était plus une querelle de famille, c'était une affaire de gros sous. La cupidité a remplacé la colère sur leur visage. Nous savons tout ce que dit le testament actuel, a continué Geneviève. La majorité de mes biens te revient, Pascal, pour être ensuite distribué à tes enfants. C'est la procédure standard. Un sourire de soulagement a commencé à se dessiner sur le visage d'Isolde. Mais, a ajouté Geneviève en sortant une grande enveloppe de son sac à main, j'ai fait rédiger un nouveau testament. Signé et certifié hier. Elle a posé l'enveloppe sur la table. Le bruit du papier sur le bois a résonné comme un coup de tonnerre. Tu ne peux pas faire ça, a haleté Isolde. Oh, je le peux. Et je l'ai fait, a répondu la vieille dame. Dans ce testament, mon entière fortune, chaque euro, chaque propriété, chaque action de l'empire cosmétique que j'ai bâti de mes propres mains, tout revient à une seule personne. Elle a fait une pause, savourant l'instant. Tout revient à Éléonore. Le monde s'est arrêté. Ce n'était pas une question d'argent. C'était une validation. C'était la première fois en 22 ans que quelqu'un disait à voix haute que je comptais. Mais la véritable raison de son geste allait tous nous anéantir. Le hurlement d'Isolde a été le premier à briser le silence stupéfait. Quoi? C'est une blague. C'est impossible. Elle nous a manipulés. Elle n'a rien fait du tout, à part subir votre tyrannie, a rétorqué Geneviève, imperturbable. Elle n'était même pas au courant. C'est ma décision. La mienne seule. Maman, tu es malade, a plaidé Pascal, les larmes aux yeux. Tu ne sais pas ce que tu dis. Tu parles de milliards d'euros. Pour elle? Elle n'est même pas de notre sang. Le sang ne fait pas la famille, a dit Geneviève. Le caractère, si. Et Éléonore a plus de caractère et d'intégrité dans son petit doigt que vous tous réunis. C'est à ce moment-là que j'ai trouvé la force de parler. Ma voix était un murmure tremblant. Grand-mère, je ne comprends pas. Pourquoi? Son regard s'est adouci en se posant sur moi. Elle a pris ma main. Parce que j'en ai assez de te voir souffrir, ma chérie. Et parce que je n'ai plus beaucoup de temps. Elle a inspiré profondément. Je suis en train de mourir. Un autre coup de tonnerre. Celui-ci était pour moi. Quoi? Un cancer du pancréas, stade 4. Les médecins me donnent 6 mois. Probablement moins. Je l'ai appris il y a 3 mois et j'ai passé ce temps à mettre mes affaires en ordre. Les larmes que j'avais retenues toute la soirée ont finalement coulé. La seule personne qui m'ait jamais aimée allait me quitter. La douleur était si intense qu'elle en était physique. Mais ce n'était pas fini. Il y avait une autre vérité, encore plus sombre, qui attendait d'être révélée. Il y a autre chose que tu dois savoir, Éléonore, a dit Geneviève, sa voix se durcissant à nouveau. Quelque chose que j'ai découvert en fouillant dans les vieux papiers. Quelque chose concernant ton adoption. Elle a sorti un autre dossier de son sac. Il était plus fin, plus vieux. Elle l'a fait glisser sur la table jusqu'à moi. Quand Pascal et Hervé t'ont adopté, ils n'ont pas seulement reçu une enfant.
Ils ont reçu une somme d'argent considérable. J'ai ouvert le dossier. À l'intérieur se trouvaient des documents bancaires, des relevés de transfert. Mes yeux se sont posés sur un chiffre. Un chiffre qui n'avait aucun sens. 750 000 €, a précisé Geneviève. Cet argent provenait d'un fonds en fiducie créé par tes parents biologiques avant leur accident de voiture. Il était destiné à couvrir tes soins, ton éducation, tes besoins jusqu'à ta majorité. Il était destiné à toi. Je feuilletais les pages, les mains tremblantes. Je voyais les dates. Je voyais les retraits. Des grosses sommes. L'une correspondait à l'achat de la nouvelle voiture de sport d'Hervé. Une autre au financement des études coûteuses d'Isolde dans une école de commerce privée. Une autre encore à des vacances de luxe aux Maldives. Mon argent. Ils avaient utilisé mon argent pour gâter leurs enfants biologiques tout en me faisant porter des vêtements de seconde main et en me disant qu'il n'y avait pas d'argent pour m'aider à payer mes études. Ils ont tout dépensé, ai-je dit, la voix brisée. Ils ont volé l'argent d'une orpheline de 5 ans. Leur propre fille, point. C'est plus que du vol, Éléonore. C'est une trahison fondamentale, a dit Geneviève. J'ai découvert ça il y a 2 ans. Mon ami et notaire, Maître Durand, avait des soupçons depuis longtemps. Ces avertissements m'ont enfin ouvert les yeux, mais peut-être trop tard. Depuis, je rassemble les preuves avec lui. Tout est documenté. La guerre n'était plus froide. Elle était nucléaire. Et ils allaient utiliser leurs armes les plus sales contre moi. Apprendre que toute ma vie avait été financée par un mensonge, c'est un sentiment que je ne souhaite à personne. Dites-moi dans les commentaires, la trahison financière est-elle pire que la trahison émotionnelle? Pour moi, elles étaient les 2 faces de la même pièce. Car la bataille qui a suivi était encore plus vicieuse. Le trajet du retour depuis le restaurant s'est fait dans un silence irréel. J'étais assise à l'arrière de la voiture de ma grand-mère, à côté d'elle, regardant les lumières de Lyon défiler sans les voir. Le choc des révélations était si violent que mon esprit refusait de les assimiler. Ma grand-mère mourait. Ma famille m'avait volé. Et j'étais soudainement l'héritière d'une fortune inimaginable. C'était trop. Dès le lendemain, l'enfer s'est déchaîné. Isolde, dans sa rage, n'a pas perdu de temps. L'histoire a fuité dans la presse à scandale. Une milliardaire déshérite sa famille pour sa petite-fille adoptive. Les titres étaient partout. Mon visage était en première page de magazine que je n'aurais même pas touché du bout des doigts. Mon téléphone n'arrêtait pas de sonner. Des journalistes, des numéros inconnus. J'ai dû tout couper. La réaction du public a été immédiate et divisée. Certains saluaient le courage de Geneviève, d'autres me traitaient de profiteuse, de manipulatrice. Les commentaires sur les articles en ligne étaient d'une violence inouïe. Cette fille a dû coucher avec le vieil avocat pour arriver à ses fins. Alerte à la croqueuse de diamants. Pauvre famille, trahie par une étrangère. Mais ma famille adoptive ne s'est pas contentée de ça. Ils sont passés à l'étape supérieure. Ils ont engagé un cabinet d'avocats agressifs et ont lancé une campagne de diffamation systématique. Et pour cela, ils ont utilisé l'arme la plus cruelle qui soit, mon passé. Une semaine après le dîner, un article est paru dans un tabloïd particulièrement sordide. Le titre était « Le journal intime secret de l'héritière, les confessions troublantes d'une adolescente perturbée ». Ils avaient retrouvé mon vieux journal d'adolescente, celui que je pensais avoir détruit, celui où je déversais toute ma solitude, ma colère et ma tristesse d'enfant mal aimé. Ils l'avaient vendu. Lire mes pensées les plus intimes, écrites à 15 ans, tordues, sorties de leur contexte et exposées au monde entier, a été une violation d'une brutalité indescriptible. Mes phrases sur le fait de me sentir seule devenaient la preuve de ma nature asociale. Mes colères contre leurs injustices devenaient des signes de déséquilibre mental. Un poème triste sur la perte de mes parents biologiques était présenté comme une obsession morbide. Ils voulaient me détruire. Me faire passer pour folle, pour une personne instable et calculatrice qui avait planifié son coup depuis des années. Ils voulaient prouver que Geneviève, dans son état de santé fragile, avait été la proie facile d'une sociopathe. J'étais anéantie. Réfugiée dans l'immense propriété de ma grand-mère, je passais mes journées à regarder les murs, incapable de faire quoi que ce soit.
J'ai même commencé à douter de moi-même. Et si c'était vrai? Et si j'étais une mauvaise personne? C'est Geneviève qui m'a sorti de ma torpeur. Elle m'a trouvé dans la bibliothèque, recroquevillée sur un canapé, l'ordinateur portable ouvert sur l'article infâme. Elle s'est assise à côté de moi, l'air fatigué mais les yeux brûlants de colère. Ils t'ont fait ça quand j'ai bâti mon entreprise, a-t-elle dit. Ils disaient que j'étais une femme sans cœur, une mauvaise mère qui abandonnait ses enfants pour sa carrière. Ils ont essayé de me salir. Ne les laisse pas gagner, Éléonore. Ne les laisse pas te définir. Elle a pris ma main. Leur saleté ne peut pas t'atteindre si tu ne l'autorises pas. Maintenant, sèche tes larmes. Nous allons nous battre. Pas avec leurs armes, mais avec la nôtre, la vérité. Ils avaient sous-estimé une chose, la détermination d'une femme qui n'avait plus rien à perdre. Ma grand-mère était une stratège. Elle avait passé sa vie à construire un empire dans un monde d'hommes, à anticiper les coups et à en rendre de plus puissants. Même affaibli par la maladie, son esprit était aussi vif qu'une lame de rasoir. On ne gagne pas une guerre en se cachant dans les tranchées, m'a-t-elle dit un matin. On la gagne en choisissant le champ de bataille. Et notre champ de bataille, ce sera la place publique. Elle a décidé d'organiser une conférence de presse. Pas dans un hôtel impersonnel, mais au siège de son entreprise, le bâtiment qui symbolisait sa réussite et son pouvoir. C'était une déclaration en soi. Walter, son avocat, et Maître Durand, le notaire et ami de la famille, ont passé 2 jours à préparer un dossier en béton. Le jour J, la salle était pleine à craquer. Des journalistes de toutes les grandes chaînes de télévision et de tous les journaux nationaux étaient là. L'air crépitait d'électricité. Assise à côté de ma grand-mère à la longue table face aux caméras, j'avais l'impression que mon cœur allait sortir de ma poitrine. Elle m'a serré la main sous la table. « Respire », a-t-elle murmuré. « Dis juste ta vérité. » Geneviève a pris la parole en premier. Sa voix, bien que légèrement affaiblie, était empreinte d'une autorité naturelle. Elle n'a pas élevé la voix. Elle n'a pas montré d'émotion excessive. Elle a simplement exposé les faits, un par un, avec une précision chirurgicale. D'abord, sa santé. Elle a autorisé Walter à distribuer les rapports de 3 médecins différents, tous des sommités dans leur domaine, attestant de sa pleine capacité mentale et de son discernement. L'accusation de « diminution des capacités » a été pulvérisée en moins de 5 minutes. Ensuite, l'argent. Walter a projeté sur grand écran les relevés bancaires du fonds en fiducie. Les dates, les montants, les dépenses correspondantes de la famille. Le silence dans la salle était total. On pouvait entendre le bruit des stylos qui grattaient sur les carnets. La preuve du vol était là, irréfutable. Enfin, le traitement qu'il m'avait infligé. Elle n'a pas seulement parlé. Elle a fourni des preuves. Des témoignages écrits d'anciens professeurs, de voisins, et même de Maître Durand, qui a pris la parole pour confirmer ses soupçons de longue date concernant la gestion des fonds. Ma famille biologique m'accuse d'avoir été manipulée par Éléonore, a conclu Geneviève, son regard balayant l'assemblée. La vérité, c'est que j'ai été manipulée pendant des années par ma propre fille et son mari. Manipulée par leur comédie de la famille parfaite, qui m'a aveuglée sur la souffrance d'une enfant innocente sous mon propre toit. Puis, elle s'est tournée vers moi. Éléonore a quelques mots à vous dire. Toutes les caméras se sont braquées sur moi. J'ai pris une profonde inspiration. Je n'ai jamais voulu de cet argent, ai-je commencé, ma voix tremblante au début, puis s'affermissant. Je n'ai jamais rien demandé d'autre qu'un peu d'amour. Une place à la table, au sens propre comme au figuré. La famille, pour moi, ce n'est pas un nom de famille ou un héritage. C'est un verbe. C'est aimer, soutenir, protéger. C'est ce que ma grand-mère a fait pour moi ce soir-là au restaurant. Et c'est ce que cette famille n'a jamais fait en 22 ans. Alors que les journalistes commençaient à poser des questions, les portes de la salle se sont ouvertes à la volée. C'était Isolde, le visage déformé par la rage. Le spectacle qu'elle allait offrir au monde entier allait sceller leur destin à jamais. Isolde a fait irruption dans la salle comme une furie. 2 agents de sécurité ont tenté de l'intercepter, mais elle s'est débattue, hurlant. Les caméras ont pivoté instantanément vers elle, abandonnant la table de la conférence pour capturer ce nouveau drame inattendu.
C'était du pain béni pour eux. C'est un tissu de mensonges, a-t-elle crié, le doigt pointé vers moi. Elle vous a tous endoctrinés. C'est une sorcière. Une manipulatrice. Elle a profité de la maladie de ma grand-mère. Elle était complètement hors de contrôle. Son maquillage coûteux commençait à couler sous l'effet des larmes de rage, sa coiffure impeccable était en désordre. Elle ressemblait à une poupée de luxe brisée. Geneviève est restée parfaitement calme, ce qui ne faisait qu'attiser la colère de sa petite fille. Walter a fait signe aux agents de sécurité de la laisser approcher un peu, un petit sourire malicieux aux lèvres. Il savait ce qui allait se passer. Une personne comme Isolde, privée de son sentiment de supériorité, était une bombe à retardement. Et elle venait d'exploser. C'est moi la victime ici, a-t-elle continué, s'adressant maintenant à l'océan de caméras. Cette fille adoptive a volé mon héritage. L'héritage de ma famille. Un journaliste audacieux, sentant l'odeur du sang, a lancé une question. Mademoiselle, qu'en est-il des accusations concernant les 750 000 € du fonds en fiducie de vos parents? Ce fut l'étincelle qui a mis le feu aux poudres. Le visage d'Isolde est devenu pourpre. C'est arge, a-t-elle craché, le venin dégoulinant de chaque syllabe. Cet argent, nous l'avons mérité. Pour avoir supporté son ingratitude pendant 22 ans. Pour l'avoir nourri et logé. Vous croyez que c'est gratuit d'élever une enfant difficile? Un silence de mort a suivi sa déclaration. Le temps de quelques secondes, personne n'a bougé. Les flashs des appareils photo crépitaient dans le silence. Isolde elle-même semblait figée, l'écho de ses propres mots flottant encore dans l'air. Puis, lentement, on pouvait voir la réalisation de son erreur monumentale se peindre sur son visage. Ses yeux se sont écarquillés d'horreur. Elle venait, en une seule phrase, devant des dizaines de journalistes et des millions de téléspectateurs potentiels, d'avouer le crime. Elle venait de confirmer qu'ils avaient bien pris l'argent et qu'ils estimaient que c'était leur dû. Un autre journaliste a enfoncé le clou. Donc vous confirmez avoir utilisé l'argent de sa fiducie pour vos propres dépenses? Isolde a blêmi, sa bouche s'ouvrant et se fermant sans qu'aucun son n'en sorte. Elle a regardé autour d'elle, paniquée, cherchant une issue qui n'existait plus. Sortez-la, a dit Walter calmement aux agents de sécurité. Alors qu'il l'escortait hors de la salle, elle toujours en état de choc, j'ai croisé le regard de ma grand-mère. Elle m'a fait un clin d'œil presque imperceptible. C'était fini. Isolde venait de nous donner la victoire sur un plateau d'argent. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, laissez un commentaire pour nous dire ce que vous auriez fait à la place d'OP. Vous pouvez aussi écrire simplement le chiffre 1 pour montrer que vous suivez encore. Et dites-nous, vous regardez cette histoire depuis quelle région ou quel pays? La vidéo de l'effondrement d'Isolde est devenue virale en quelques heures. Les chaînes d'information en continuent à passer en boucle. Des mèmes ont été créés. Des experts juridiques l'ont analysée sur les plateaux de télévision, tous unanimes, elle venait de s'aborder sa propre affaire. L'opinion publique, autrefois divisée, a basculé massivement de notre côté. Ma famille n'était plus perçue comme des victimes, mais comme les antagonistes cupides et cruels qu'ils étaient vraiment. Leur équipe d'avocats a tenté de faire une contre-offensive désespérée, plaidant l'effondrement émotionnel et affirmant que ses paroles avaient dépassé sa pensée. C'était trop peu, trop tard. Le mal était fait. Le jour de l'audience au tribunal, l'atmosphère était électrique. Le bâtiment était assiégé par les médias. Grâce à Walter, nous sommes entrés par une porte dérobée pour éviter le cirque. Ma grand-mère était en fauteuil roulant ce jour-là, l'effort de la conférence de presse l'ayant épuisée, mais elle portait un tailleur Chanel d'une élégance impeccable. Ma famille adoptive était déjà là, assise au banc des accusés. Il semblait avoir vieilli de 10 ans. Pascal portait de grandes lunettes de soleil, comme pour se cacher du monde. Hervé fixait le sol, le visage gris. Bastien était livide et refusait de croiser mon regard. Seule Isolde me fusillait de ses yeux remplis de haine pure. La juge, une femme d'une 60aine d'années nommée Madame Dubois, était connue pour son pragmatisme et son aversion pour les drames inutiles. La procédure a été étonnamment rapide. L'avocat de ma famille a tenté de plaider la thèse de la manipulation et de la faiblesse d'esprit, mais la juge l'a interrompu. Maître, j'ai lu les 3 rapports médicaux.
Votre cliente, Madame Geneviève, semble avoir une meilleure santé mentale que la plupart des gens dans cette salle. Passons à autre chose. Puis Walter s'est levé. Il n'a pas fait de grand discours. Il a simplement dit, « Votre honneur, nous avons des preuves documentaires du détournement de fonds. Mais nous avons mieux. Nous avons des aveux. » Il a fait signe à son assistant. Un grand écran a été installé. Et la vidéo de la conférence de presse a été diffusée dans la salle d'audience silencieuse. Nous avons tous revécu la scène. Le cri d'Isolde. Sa déclaration fatidique, « Cet argent, nous l'avons mérité. » Quand la vidéo s'est terminée, la juge a regardé Isolde par-dessus ses lunettes. « Avez-vous quelque chose à ajouter à cela, mademoiselle ?» Isolde est restée muette, le visage décomposé. La décision de la juge a été rapide et sans appel. La plainte contestant le testament de Madame Geneviève est rejetée. Le testament en date du date est déclaré valide et exécutoire. De plus, au vu des preuves et des aveux présentés, je condamne Monsieur et Madame Hervé, nom de famille, à restituer la somme de 750 000 €, plus les intérêts légaux calculés sur 22 ans, à Mademoiselle Éléonore. Le montant total s'élève à approximativement 2,3 millions d'euros, payables sous 90 jours. Un hoquet de stupeur a parcouru le banc de ma famille. Pascal a fondu en larmes. Hervé a mis sa tête entre ses mains. Isolde a commencé à crier des insultes jusqu'à ce que les huissiers l'escortent hors de la salle. En sortant du tribunal, entouré par les flashs des photographes, je n'ai ressenti ni joie, ni tristesse. Juste un vide immense et le début d'une nouvelle liberté. Mais le chapitre le plus douloureux de ma vie était sur le point de se refermer. La victoire au tribunal a été douce amère. Elle a apporté la justice, mais elle n'a pas pu arrêter le temps. Dans les semaines qui ont suivi, j'ai vu ma grand-mère s'affaiblir de jour en jour. La maladie, que son incroyable volonté avait tenue à distance pendant la bataille, a repris ses droits. J'ai emménagé définitivement dans sa propriété pour être à ses côtés. Nous avons passé ces dernières semaines à parler. Pas de l'argent, pas de la famille, mais de la vie. Elle m'a raconté comment elle avait lancé son entreprise avec 3 fois rien dans sa cuisine après la guerre. Elle m'a parlé de ses amours, de ses regrets, de ses joies. Et je lui ai parlé de mes rêves. Pour la première fois, je n'étais pas l'adoptée, j'étais juste Éléonore, sa petite fille. Elle m'a regardée avec une fierté qui a guéri des années de blessures. Un après-midi, alors que le soleil filtrait à travers les grandes fenêtres du salon, je lui ai parlé de mon idée. Une fondation. Une organisation pour aider les enfants adoptés qui, comme moi, se retrouvaient dans des familles abusives ou négligentes. Une fondation qui leur fournirait une aide juridique, un soutien psychologique, et des bourses pour leurs études. Ses yeux se sont illuminés. « C'est parfait », a-t-elle murmuré, sa voix n'étant plus qu'un souffle. « Donne-lui mon nom. » La Fondation Geneviève. Pour que personne n'oublie qu'une femme peut construire un empire et avoir un cœur. Je lui ai promis. Je lui ai promis de faire en sorte que son héritage ne soit pas seulement une ligne de produits cosmétiques de luxe, mais un refuge pour ceux qui n'en avaient pas. Elle est partie un mardi matin. Le soleil venait de se lever sur le lac, peignant le ciel de couleurs douces. Je lui tenais la main. Elle était paisible. Ses derniers mots pour moi ont été « Merci d'avoir été ma vraie famille ». Je suis restée avec elle longtemps après, les larmes coulant en silence. Je pleurais la femme qui m'avait sauvée, qui m'avait aimée, qui m'avait donné un avenir. La seule grand-mère que j'ai jamais vraiment eue. Les funérailles ont été intimes, comme elle le souhaitait. Juste moi, Walter, Maître Durand, son fidèle chauffeur Thomas, et quelques amis proches. Ma famille adoptive n'était pas invitée. Pascal a tenté de venir, mais la sécurité l'a poliment éconduite. Dans les semaines qui ont suivi, le transfert des actifs a été finalisé. J'étais officiellement à la tête d'une fortune de plusieurs milliards d'euros. Le chiffre était si abstrait qu'il en perdait son sens. Mais ma mission, elle, était très concrète. La première chose que j'ai faite a été de signer les papiers créant la Fondation Geneviève. La deuxième a été de nommer une équipe de direction compétente pour gérer l'entreprise. Je n'étais pas prête à être PDG, mais j'étais prête à apprendre. J'ai assisté à chaque réunion, posé des milliers de questions, lu des centaines de rapports.
Tenir la main de ma grand-mère alors qu'elle s'éteignait a été la chose la plus difficile de ma vie. Mais dans sa mort, elle m'a donné plus qu'une fortune, elle m'a donné une mission. Et qu'en est-il de ceux qui m'avaient fait tant de mal? Leur chute fut aussi spectaculaire que leur arrogance. La justice financière a été aussi implacable que la maladie de ma grand-mère. L'ordre de payer 2,3 millions d'euros sous 90 jours a été le coup de grâce pour Pascal et Hervé. Leur style de vie extravagant était construit sur du crédit et des apparences. Ils n'avaient pas cet argent. Ils ont été forcés de tout vendre. La grande maison bourgeoise dans laquelle j'avais grandi, les voitures de luxe, les œuvres d'art, les bijoux de Pascal. Tout y est passé. Ils se sont retrouvés dans un petit appartement en banlieue, un choc brutal après des décennies d'opulence. Mais ce n'était que le début. Le procureur, alerté par la couverture médiatique de l'affaire, a ouvert une enquête pénale pour détournement de fonds et abus de confiance sur une personne vulnérable, moi, en tant qu'enfant. Hervé a été condamné à 3 ans de prison ferme. Pascal a écopé de 2 ans. Leur monde s'est effondré. Bastien, qui avait profité de l'argent volé pour financer ses études et son style de vie, n'a pas été poursuivi pénalement, mais la justice civile l'a obligé à rembourser sa part, une somme qui a ruiné sa carrière et son mariage. La pression financière et la honte ont fait exploser sa famille. Aux dernières nouvelles, il cumulait 2 emplois pour rembourser ses dettes. Mais le sort d'Isolde a été, d'une certaine manière, le plus ironique. Sa crise en direct à la télévision avait fait d'elle une paria sociale. Son mari, un homme d'affaires soucieux de sa réputation, a demandé le divorce, emportant avec lui la majorité de leurs actifs. Les investisseurs se sont retirés de ses projets immobiliers, la laissant avec des dettes colossales. Elle a essayé de se lancer dans d'autres affaires, mais son nom était devenu synonyme de scandale. Personne ne voulait travailler avec elle. Elle a même tenté de m'écrire un email, quelques mois plus tard. Un mélange pathétique de reproches et de supplications. Éléonore, je sais que nous avons eu nos différends, mais nous sommes sœurs. La famille, ça pardonne. Je suis dans une situation difficile. Peut-être pourrions-nous nous voir? J'ai supprimé le message sans répondre. Ils avaient bâti leur vie sur la cruauté et le mensonge. Une fois ces fondations pourries effondrées, il ne restait plus rien. J'aurais pu ressentir de la pitié, ou même de la satisfaction. Mais en regardant les ruines de leur vie de loin, tout ce que je ressentais, c'était une profonde et calme paix. 1 an a passé. 1 an depuis le jour où ma grand-mère est partie. L'empire cosmétique Geneviève se porte mieux que jamais. J'ai trouvé ma place, non pas en tant que PDG, mais en tant que présidente du conseil d'administration, guidant la vision de l'entreprise tout en laissant les opérations quotidiennes à une équipe brillante. Mon véritable travail, ma passion, c'est la fondation. En 1 an, la Fondation Geneviève a aidé plus de 500 enfants et jeunes adultes à travers la France. Nous avons financé des batailles juridiques, payé des thérapies, offert des bourses d'études. Chaque histoire de réussite est un hommage à la femme qui a rendu tout cela possible. L'autre jour, j'étais dans nos bureaux, parlant avec une jeune fille de 16 ans que nous avions aidée à quitter un foyer adoptif violent. Elle était timide, mais ses yeux brillaient d'une nouvelle lueur d'espoir. Elle m'a demandé, est-ce que ça va aller, maintenant? Je lui ai souri, et les mots sont venus naturellement. Ce ne sera pas toujours facile, lui ai-je dit. Mais oui, ça va aller. Parce que tu es bien plus forte que tu ne le penses. C'était la phrase que j'aurais eu besoin d'entendre pendant toutes ces années. Et en la lui disant, je me la disais aussi à moi-même. Ma véritable richesse n'est pas sur mon compte en banque, mais dans chaque enfant que nous sauvons, dans chaque cycle de violence que nous brisons. C'est ça, le véritable héritage de Geneviève. La cruauté finit toujours par s'autodétruire. L'amour, lui, continue de construire. Si mon histoire résonne en vous, si vous avez vous-même été confronté à l'injustice au sein de votre propre famille, ou si vous avez trouvé la force de transformer la douleur en quelque chose de positif, partagez votre expérience dans les commentaires. Vos histoires comptent. Vous n'êtes pas seul. N'oubliez pas de laisser un like si cette histoire vous a touché, et de vous abonner pour ne manquer aucune de nos prochaines histoires de résilience et de justice. Merci de m'avoir écouté.